Ça fait des années qu'on entendait dire que Konami c'est fini. PES a perdu la guerre du football. Hideo Kojima est parti. Il y a eu la polémique des NFT et il n'y a plus de grands nouveaux jeux. Konami, ça a perdu de son prestige. Enfin, ça c'est surtout en Occident. Au Japon, Konami ça cartonne toujours. La série de baseball Power Pros se vend par millions. Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh reste un énorme phénomène. Les pachinko qui rapportent des milliards de yens chaque année. Et dès que Konami sort une collection rétro de ses jeux cultes, les Japonais se ruent dessus. Mais si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une licence qui dépasse toutes les autres. Une licence qui est totalement inconnue en Occident et pourtant qui marque l'histoire du jeu vidéo japonais depuis presque 40 ans. Laissez-moi vous présenter Momotaro Dentetsu. Quand le premier jeu sort en 1988 sur Famicom, il faut savoir que la série n'appartient pas encore à Konami. C'est Hudson Soft qui va développer le jeu. C'est le tout premier éditeur tiers de Nintendo sur Famicom. Ils sont célèbres en Occident pour avoir développé les premiers Mario Party jusqu'à l'épisode DS, le meilleur épisode, soit dit en passant, et aussi pour avoir créé la série Bomberman. Avant Momotaro Dentetsu, il faut savoir qu'il y a eu Momotaro Densetsu. En 87, soit un an après la sortie du premier Dragon Quest, Hudson Soft va se lancer dans la création de son propre jeu de rôle, Momotaro Densetsu, qui est traduisible par La légende de Momotaro. C'est un JRPG qui parodie Dragon Quest et qui va reprendre de manière humoristique le conte de Momotaro, le jeune garçon qui est arrivé sur Terre en sortant d'une pêche. Le jeu aura un petit succès et ses développeurs vont vouloir faire une variante basée sur un jeu de mots, Momotaro Dentetsu, traduisible par le chemin de fer de Momotaro. Créé par Akira Sakuma, le concept du jeu est simple. Chaque joueur incarne le président d'une compagnie de chemin de fer et l'objectif est de devenir le plus riche du Japon. Pour cela, il faudra sillonner l'archipel en train pour acheter des propriétés dans les différentes gares. À première vue, c'est vrai que ça rappelle le Monopoly, mais on verra qu'il s'en distingue sur plusieurs aspects. La série va évoluer rapidement. Avec son deuxième épisode qui est sorti sur Super Famicom et PC Engine en 91, le jeu va établir ses mécaniques cultes. Je parle notamment du dieu de la pauvreté, le personnage le plus craint des joueurs de Momotaro, car il vous vole de l'argent à chaque fin de tour. Le jeu va devenir un véritable phénomène multijoueur et familial au Japon, et les épisodes suivants sortiront sur pratiquement toutes les consoles. Les années 90 et 2000 vont constituer un âge d'or pour la série. Le jeu s'enrichit avec des versions spéciales comme Momotaro Densetsu USA avec la carte des États-Unis ou encore Momotaro World sur DS avec une carte du monde. Malgré ces versions plus internationales, les copies de Momotaro resteront exclusivement sur le territoire japonais. Le début des années 2010, c'est un peu moins glorieux. Un jeu est prévu pour l'hiver 2011 sur Wii, mais le tremblement de terre de Tohoku va pousser Sakuma à l'annuler. Il disait que ça serait trop triste qu'il n'y ait pas de propriétés dans les zones sinistrées et en même temps trop étrange que les propriétés existantes apparaissent fièrement comme si de rien n'était. L'année d'après, en 2012, Hudson Soft va être absorbé par son actionnaire principal, Konami. Ça va induire le départ d'une partie de l'équipe et Sakuma annoncera lui-même que Momotetsu est définitivement terminé. Mais les années passent et lors du Nintendo Direct du 1er septembre 2016, le nouvel opus Momotaro 2017 Tachagare Nippon est annoncé sur 3DS. Sakuma revient, soutenu par Nintendo, et le jeu réalise 422 000 ventes, ce qui est l'équivalent au succès japonais de The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Le sous-titre Tachagare Nippon est traduisible par Relève-toi Japon. Et c'est ce qui est super avec ce jeu, puisqu'il va mettre en avant la renaissance des régions touchées par le séisme de 2011. Vient ensuite ce que j'appelle l'ère de la renaissance pour de nombreuses licences sur Nintendo Switch. En 2020, un nouvel épisode voit le jour. Le jeu profite de l'année Covid pour exploser tous les records. Plus de 4 millions d'exemplaires vendus. Ce jeu devient la meilleure vente de l'histoire de Konami sur le territoire japonais, surpassant les jeux Yu-Gi-Oh de la Game Boy et les jeux de la série Metal Gear Solid. Momotaro reconfirme son statut de phénomène national et permet aux familles et aux amis de se retrouver. Le contenu y est généreux, avec plusieurs modes de jeu, dont mon préféré, J-League Momotetsu, où chaque destination correspond à un des 58 stades de football japonais.
Fier de son succès sur Nintendo Switch, on verra un deuxième épisode sortir en 2023 avec une nouvelle version de Dentetsu World. Cette fois, la carte du monde est sphérique et représente la Terre entière. La map est gigantesque. Le jeu apporte son lot de nouveautés, comme le mode Vaincre l'épidémie, un mélange de coopération et de compétition pour lutter contre une pandémie mondiale. Même s'il ne va pas battre les ventes de son prédécesseur, il reste le deuxième épisode le plus vendu de la série. Enfin, un nouveau jeu est prévu pour fin 2025 sur la Nintendo Switch 2, Momotaro Dentetsu 2. Konami veut permettre à tous les joueurs japonais de retrouver leur ville natale. Pour cela, le nombre de gares est multiplié par 3, atteignant près de 1000 cases. Mais surtout, et c'est la plus grande nouveauté, la carte du Japon est séparée en deux, la version Est et la version Ouest. Je tiens aussi à préciser que malgré une sortie fin 2024 du premier Momotaro sur Switch en anglais, cette nouvelle version est prévue exclusivement en japonais, ce qui est assez dommage. Très bien, mais comment on joue à Momotaro Dentetsu ? Le jeu avance au rythme des saisons. Un tour représente un mois de l'année, et une partie peut durer 3, 10, voire 100 ans pour les plus ambitieux. Au début de chaque partie, une gare est choisie aléatoirement comme destination. L'objectif ? Être le premier à y arriver. Cela permet de gagner beaucoup d'argent, mais ça permet surtout d'éviter le dieu de la pauvreté, Bin Bogami, qui va coller au basque de la personne la plus éloignée de la destination. Lui, c'est le pire. Il vous vole votre argent à chaque fin de tour, et il peut surtout se transformer en un autre dieu. Soit il devient un gentil bébé, qui vous laisse tranquille, ou alors il devient le King Bombi, la transformation la plus destructrice, car il peut vous faire perdre toutes vos propriétés et vous faire dépenser d'énormes sommes d'argent pour des actions inutiles. Pour s'en débarrasser, il faut jouer au jeu de la patate chaude en passant sur la même case qu'un concurrent. À chaque fois qu'une destination est atteinte, une nouvelle gare est choisie. Et le jeu continue. Stratégiquement, ça ne sert à rien de rusher bêtement à la destination. Il faut aussi chercher des cartes bonus pour être plus efficace sur la longueur. Et surtout, et là nous avons le cœur du jeu, acheter des propriétés. Pour cela, la carte contient différents types de cases. On a d'abord les cases villes, c'est là qu'on achète des propriétés. Elles permettent de générer un revenu qui est proportionnel à son prix. Au contraire du Monopoly, les propriétés ne permettent pas de gagner de l'argent quand un autre joueur tombe sur vos cases. La stratégie est totalement différente. Il y a ensuite les cases jaunes, tout aussi importantes, car elles permettent d'obtenir des cartes bonus. C'est des avantages, comme les objets de Mario Party, qui permettent de lancer plusieurs dés, de se téléporter, ou encore de voler l'argent de ses adversaires. Ce sont ces cases que je vous conseille de focus le plus souvent. Vous verrez que dans ce jeu, il faut aller vite, et pour cela, il faut maximiser les cartes bonus qui permettent d'avoir plusieurs dés. Il y a aussi les cases bleues et les cases rouges. Les bleus vous font gagner de l'argent, alors que les rouges vous en font perdre, tout simplement. Là où ça devient intéressant, c'est que le jeu propose aussi des événements aléatoires. Un joueur se fait attaquer par une tornade, vos propriétés se font détruire par une catastrophe naturelle, un autre joueur tombe sur un monstre. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis fait poursuivre par Namahagen. S'il vous attrape, il peut voler vos propriétés, détruire vos cartes ou même réduire votre argent de moitié. Ce que j'adore aussi dans ces jeux, c'est qu'ils regorgent de détails régionaux qui transforment les simples cases de plateau en véritables reflets des lieux qu'elles représentent. Les cafés Maids à Akihabara, les brasseries de bière à Sapporo, les restaurants de takoyaki à Osaka. On peut voir aussi sur la map des lieux emblématiques sur lesquels sont associés un petit texte pour en apprendre plus. Le jeu a donc une logique éducative, géographique, mais aussi temporelle, avec, comme on l'a vu, l'ajout d'événements réels comme le séisme de Tohoku ou encore l'épidémie du Covid. Le joueur sera aussi amené à rencontrer des personnages historiques, comme le légendaire daimyo japonais Oda Nobunaga, ou encore le Commodore Matthew Perry. Pas celui-là. Lui. Il est connu pour avoir mené l'expédition qui a permis l'ouverture du Japon au commerce international au XIXe siècle. Enfin, on sent très bien l'enrichissement de notre compagnie au fil des années. Au début, on commence par acheter de petites échoppes de ramen, puis à la fin, on se retrouve propriétaire de Toyota, Tokyo Disneyland, ou encore avec toutes les équipes de baseball du pays. Je pense qu'une des clés du succès du jeu, c'est qu'il s'agit avant tout d'un jeu de plateau qui a les avantages du jeu vidéo. Aucun temps d'installation, pas de petites pièces à perdre et pas de cartes à mélanger. Le jeu est prêt à jouer immédiatement avec vos amis ou votre famille. Au Japon, c'est un jeu intergénérationnel. Les enfants apprennent la géographie de leur pays,
tandis que les adultes découvrent au fil des parties la profondeur stratégique que permet le jeu. On en reparlera peut-être aussi un jour, mais le créateur de Dragon Quest, Yuji Horii, a lui aussi créé son propre jeu de plateau avec Itadaki Street. Un jeu totalement loufoque dans lequel les personnages de l'univers Mario, Dragon Quest et Final Fantasy s'affrontent pour la maîtrise de la gestion immobilière et du marché boursier. Enfin bref, difficile de voir ces jeux ultra japonais arriver un jour en Occident. Mais ce qu'on peut espérer chez nous, c'est un avenir plus radieux pour Konami, qui commence à se relancer dernièrement, avec les remakes de Silent Hill 2 et Metal Gear Solid 3, ainsi que la sortie de Silent Hill F. Si vous voulez voir plus en profondeur le gameplay du jeu, je vous invite vivement à regarder le let's play de Ken Bogart. Il y aura le lien dans la description. En tout cas, si vous avez aimé mon travail, likez, boostez la vidéo, abonnez-vous pour voir les prochaines, ça aide vraiment la chaîne qui démarre tout juste et qui en a grandement besoin. Sur ce, je vous laisse, c'était Daven, ciao ciao.